de la guerre, ce qu'on appelle la guerre froide, par référence à la guerre froide ayant opposé, enfin, entre 1945 et 1989, russe et soviétique. Il y a une forme de guerre froide dans la mesure où il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de conflit ouvert entre les deux États, entre l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran, même si les tensions sont très fortes. Et quand on parle de guerre froide, ça renvoie à certains épisodes, notamment depuis 1979, puisque après la révolution islamique à Téhéran, les tensions ont été très importantes, notamment, j'évoquais la question de la charge justement des villes saintes, le fait d'être en charge de la sécurité des villes saintes. L'ayatollah Khomeini avait contesté donc la tutelle saoudienne sur les villes saintes, et à plusieurs occasions, des incidents graves se sont produits lors du Hajj, notamment dans les années 80, et ça a donné lieu d'ailleurs en 1987 lors d'un Hajj sanglant à plusieurs centaines de morts. Provoqué justement par certains pèlerins iraniens et amplifié par la répression justement des autorités saoudiennes, compte tenu de ce que ça impliquait, avec une rupture des relations diplomatiques, d'ailleurs jusqu'en 1991, et le refus pour les Saoudiens d'accepter des pèlerins iraniens pendant ces années, jusqu'en 91 où les liens ont été renoués parce que, évidemment, c'était très difficile d'interdire aux pèlerins iraniens de pouvoir se rendre dans les villes saintes. Mais la tension est demeurée et elle est latente. Et d'ailleurs, elle a ressurgi en 2016, en janvier 2016, lorsque les Saoudiens ont décidé d'exécuter un cheikh chiite de la province du royaume, puisqu'il faut rappeler que ce qui pose un problème aux Saoudiens, c'est qu'il y a une minorité chiite dans la province de l'Est du royaume, qui est en plus la province pétrolière, donc un double défi pour le pouvoir de Riyad. Et il se trouve que après plusieurs années d'emprisonnement et une condamnation, le cheikh Nimir Bakir al-Nimir, qui était, on va dire, l'éminence religieuse des chiites, justement, saoudiens, a été exécuté, ce qui a donné lieu à une réponse immédiate à Téhéran, avec la mise à sac de l'ambassade saoudienne et du consulat saoudien, et donc à une nouvelle rupture des relations diplomatique entre les deux pays. Donc, c'est une guerre froide, mais qui a parfois des moments de tension très, très chauds, on peut dire. Et d'ailleurs, ces fronts chauds se manifestent souvent de manière indirecte, c'est-à-dire au niveau régional, on va dire, par guerre proxy, c'est-à-dire par guerre indirecte, avec des mandataires qui, on y reviendra par la suite, mais effectivement qui sont opérationnels sur divers théâtres régionaux, qui sont l'expression de cette hostilité entre les deux États. Alors, concernant les puissances, effectivement, qui sont derrière, on peut rappeler que, je disais tout à l'heure que jusqu'en 1979, les États-Unis avaient comme deux principaux alliés l'Arabie saoudite et l'Iran du Shah. Arabie saoudite depuis 1945, puisqu'on parle du fameux pacte du Quincy, qui a scellé l'alliance entre Washington et Riyad, qui simplement, enfin, on va dire, pour résumer, était basé sur le monopole du pétrole saoudien au profit des États-Unis, en contrepoint d'une sécurité militaire américaine pour le régime de Riyad. Et donc, il y a effectivement un lien très ancien entre Washington et l'Arabie saoudite. Il était également très, très, très important jusqu'en 1979 avec l'Iran. Simplement, 1979 a constitué un tournant. Et aujourd'hui, l'Iran est devenu la bête noire, évidemment, des Américains. Et ça explique d'ailleurs très très largement la politique de Donald Trump, de la dernière administration. Donc, le positionnement des États-Unis par rapport aux deux pays est très clair de ce point de vue-là. Les États-Unis ont renoncé à la politique des deux piliers. Il n'y a plus qu'un seul pilier, en l'occurrence l'Arabie saoudite et plus largement les pétromonarchies qui sont au sein du CCG, Conseil de coopération du Golfe. Donc, il y a une alliance effectivement stratégique. Alors, par rapport à cette alliance stratégique, il y a des joueurs qui font face, évidemment. L'ancien ennemi de la guerre froide des États-Unis, la Russie, qui tente un retour. On l'a vu à la guerre.
Et puis, concernant l'Iran, la Russie a signé un traité il y a une vingtaine d'années avec des privilèges commerciaux et militaires. Et évidemment, il y a aussi la coopération nucléaire, puisque ce sont les Russes qui ont été à l'origine de la finalisation de la centrale nucléaire civile de Bushehr sur le Golfe, aux grandes dames évidemment des Américains notamment. Et c'est évidemment fort de ces liens qui sont empreints d'une certaine méfiance de part et d'autre, parce que l'histoire a appris aux uns et aux autres à se méfier des calculs stratégiques qui pouvaient être les leurs. Mais en tout cas, il y a effectivement le maintien d'un lien avec Moscou et qui s'est manifesté à l'occasion de la crise provoquée par le retrait américain du JCPOA, le traité sur le nucléaire de 2015. Donc, il y a cette posture russe. Et puis, par ailleurs, il y a un nouvel acteur, c'est la question de la Chine, qui arrive sur le devant de la scène pour des raisons qui sont liées à ses intérêts énergétiques, puisque la Chine a des gros besoins énergétiques. La Chine qui est pragmatique, qui d'ailleurs achète aussi bien à l'Iran qu'à l'Arabie Saoudite, mais il se trouve que l'été dernier, et ça a fait beaucoup de bruit, la Chine, en juillet 2020, Téhéran a annoncé la signature prochaine d'un accord stratégique de partenariat stratégique de long terme avec la Chine, justement. Il faut voir que c'est sur le fond, évidemment, de la politique de pression maximale du président Donald Trump, sur une période de 25 ans, alors qu'il prévoirait justement l'attribution de quotas avec une remise de prix de plus de 30% au profit des Chinois sur le pétrole et le gaz. En contrepoint, Pékin investirait près de 400 milliards de dollars dans l'économie iranienne, qui est aujourd'hui en ruine. Et donc, c'est une information qui a donné lieu à beaucoup de spéculations, parce que, évidemment, ça donne lieu à des interrogations sur la stratégie chinoise dans la région. Et même s'il y a des doutes sur la viabilité d'un tel partenariat, normalement, il y a effectivement la perspective d'une signature éventuelle avant l'élection présidentielle de juin 2021 à Téhéran, donc d'un partenariat renforcé avec Pékin pour, d'une certaine manière, montrer que l'Iran n'a pas besoin effectivement des Occidentaux. Et là se pose le problème pour la nouvelle administration qui va entrer en fonction en janvier 2021. Se pose le problème pour Joe Biden d'empêcher, d'une certaine manière, l'Iran de passer à l'Est, au sens dans le vocabulaire de la guerre froide. Et donc, on voit bien qu'il y a les grandes puissances, il y a un jeu des grandes puissances, évidemment, qui se superpose à celui des puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Une variable politico-économique parce qu'il y a la question du pétrole, effectivement, et que l'Arabie Saoudite et l'Iran sont deux pays fondateurs de l'OPEP. Donc, en 1960, ce sont d'ailleurs les deux principaux producteurs. Et là, on voit bien que la question pétrolière peut devenir une arme, à double tranchant d'ailleurs, pour les uns et pour les autres. Et cette hostilité entre les deux pays s'est exprimée aussi à travers la question pétrolière. Et la question des sanctions pétrolières a été évidemment un élément central de la stratégie de sanctions par les Américains, avec évidemment l'appui avéré de Riyad en la matière, parce que c'était une manière d'exclure du marché le pétrole iranien, qui aujourd'hui ne vend quasiment plus que 200 000 barils au lieu de quasiment 10 fois plus avant les sanctions. Et donc c'est effectivement aussi une guerre économique entre les deux. Ça a modifié les rapports de force, oui et non, c'est-à-dire que sur le fond, les données géopolitiques préexistantes demeurent, à savoir que l'Arabie Saoudite est un pays de 30 millions d'habitants, que l'Iran est un pays qui est en crise évidemment profonde du fait des sanctions, mais que c'est un pays de 82 millions d'habitants, donc on n'est pas sur le même registre en termes démographiques, que l'Iran est un vieux pays,
que l'Iran fait partie de la région et que de toute façon, l'Iran, on ne peut pas exclure l'Iran à long terme de la participation aux affaires régionales. Et c'est tout le problème évidemment de l'Arabie saoudite aujourd'hui. Et en la matière, évidemment, cette hostilité sur le plan économique et donc la marginalisation de l'Iran, qui avait été un temps d'ailleurs enfin, le traité sur le nucléaire de 14 juillet 2015 avait permis à l'Iran de revenir un petit peu justement dans le concert des nations. C'était son objectif avéré d'ailleurs. Et ça avait permis justement à l'Iran de revenir sur le devant de la scène. C'était ce qui posait problème. C'était ce qui posait problème aux pétromonarchies et à Israël aussi, par la même occasion. Et d'où le retrait décidé par l'administration Trump, mais qui ne résout pas les problèmes de fond, en l'occurrence, et ce qui est reproché à l'Iran en grande partie. Et c'était d'ailleurs un des arguments légitime ou non, qui avait poussé justement à la sortie unilatérale des Américains, c'était les reproches en dehors du nucléaire, c'était l'ingérence iranienne au niveau régional, ingérence supposée ou évidente pour ses détracteurs. Et effectivement, l'Iran, compte tenu de ces questions de sécurité nationale, a considéré que la République islamique a soutenu effectivement des relais régionaux pour se constituer un glacis immédiat. Ça, c'est le cas de l'Irak. Et de ce point de vue-là, la chute de Saddam Hussein en 2003 a été une bénédiction parce que c'était un des pires ennemis de l'Iran. On peut se rappeler de la guerre Iran-Irak de 1980-1988. Donc les Américains ont finalement offert l'Irak chiite à l'Iran. Et puis, il y a eu effectivement l'intervention iranienne au profit du régime de Damas, de confession alawite d'ailleurs, donc une variante particulière chiite, pour maintenir le régime et empêcher justement les pétromonarchies de soutenir les insurgés en Syrie. Et puis il y a le cas effectivement du Yémen, autre théâtre d'affrontement par procuration entre les deux pays. Alors pour ce qui est du Yémen, on va dire que c'était une opportunité géopolitique plus qu'un enjeu réellement stratégique pour Téhéran. L'Irak est fondamental pour Téhéran parce que c'est sa frontière et que Téhéran ne veut plus que l'Irak soit un danger pour sa sécurité nationale. Le régime de Damas servait d'intermédiaire pour accéder jusqu'au Liban du Hezbollah, qui est un élément central justement de la stratégie iranienne, qui lui permet d'ailleurs d'avoir un accès à la Méditerranée. Mais dans le cas du Yémen, effectivement, on pourrait parler de dommages collatéraux, même si le mot est mal choisi compte tenu de la tragédie que ça représente pour le Yémen, en termes humanitaires notamment, puisque c'est vraiment une catastrophe. L'ONU a mentionné que c'était la pire catastrophe actuelle. Simplement, il se trouve que c'est un affrontement une guerre par procuration, puisque l'Arabie saoudite a considéré que l'Iran soutenait une milice dite la milice Houthi, des Houthis, d'obédience zaïdite, qui est titulaire des chiites, qui n'a rien à voir avec le chiisme d'ailleurs iranien, duodécimain. C'est un chiisme complètement différent, mais il se trouve que dans le contexte effectivement où on instrumentalise la question confessionnelle entre sunnites et chiites, comme je l'ai dit au début de mon propos, les Iraniens ont considéré qu'il y avait finalement un vecteur potentiel pour nuire aux intérêts saoudiens sur sa frontière méridionale. Et en contrepoint, les Saoudiens voient aujourd'hui, à tort ou à raison, voient aujourd'hui la milice Houthi comme un Hezbollah bis sur sa frontière méridionale. Et donc, ça a cristallisé effectivement le conflit au Yémen, qui fait les frais d'une certaine manière effectivement de cet affrontement régional, même si d'autres problèmes étaient préexistants au Yémen. Mais en tout cas aujourd'hui, effectivement, il y a une confessionnalisation du déstablement, et de ce point de vue-là, le Yémen effectivement est une victime des enjeux régionaux, géopolitiques des puissances régionales.
il est sûr que Joe Biden a immédiatement condamné la sortie unilatérale qui avait été décidée en mai 2018 par le président Donald Trump, et pour cause, puisqu'il était le vice-président de celui qui en avait été l'initiateur, en l'occurrence le président Barack Obama. Donc, et il considérait, de son point de vue, qu'effectivement c'était une erreur. On verra ce qu'il en est par la suite. Certains événements lui donnent partiellement raison, d'autres moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré l'affichage qu'il a formulé, à savoir qu'il souhaite que les États-Unis réintègrent le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire de 2015, ça va être extrêmement difficile parce que entre mai 2018 et aujourd'hui, les Iraniens se sont retirés par étapes, se sont soustraits aux obligations qui étaient les leurs, qui étaient consignées justement dans l'accord, et ont relancé le programme nucléaire civil officiellement, avec de nouvelles centrifugeuses, avec effectivement un enrichissement, une quantité d'uranium enrichi qui a été multipliée par 12 et qui rapproche l'Iran potentiellement justement de la conception d'un nucléaire non civil, ce qui pose le problème de fond. Et là, on touche aux difficultés qui vont être celles de Joe Biden, de sa future administration. On ne connaît pas encore celui qui sera son secrétaire d'État ou sa secrétaire d'État. Mais le président Donald Trump a fait en sorte que, d'une certaine manière, il y ait un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on voit mal le président Joe Biden pour rétablir comme ça, sans contrepartie, ou plutôt supprimer les sanctions qui ont été mises en place par l'administration Trump. Même en comptant sur la bonne volonté de Téhéran, parce que beaucoup d'eau est passée sous les ponts, et d'autant plus que Joe Biden a stigmatisé, pour sa part, comme d'autres, la stratégie d'ingérence iranienne dans la région, en considérant que ça participait de l'instabilité régionale. Et donc, ça va être très difficile pour lui d'accepter de revenir. D'ailleurs, les deux parties ne pourront pas revenir à la situation hantée. Donc, la question se pose d'une renégociation ou d'un nouvel accord. Or, ce nouvel accord, le président Joe Biden lui-même l'a dit, devra être de toute façon plus contraignant. Et là, on retrouve le fameux problème des sunset clauses, c'est-à-dire des clauses qui arrivent à expiration, qui a été prévues dans l'accord initial de 2015, et qui, une clause récente d'ailleurs est significative, c'est le 18 octobre dernier, l'embargo sur les armes conventionnelles, qui était justement qui arrivait à échéance, et les clauses suivantes sont sur les matériaux balistiques, etc. Et donc là se pose le problème effectivement d'un accord très très incertain qui serait formalisé entre les deux parties, parce que aussi le futur président Joe Biden ne voudra pas et ne pourra pas d'ailleurs vis-à-vis du Congrès faire ce qu'il veut, et ne voudra pas paraître comme faible par rapport à l'Iran, qui est un fantôme dans la diplomatie depuis 1979, un cauchemar pour les Américains depuis la prise de l'ambassade en 1979. Et donc, le président, malgré toute la bonne volonté qu'il pourra manifester, il sera de toute façon très contraint dans ses choix, et il sera d'autant plus contraint qu'effectivement, il ne voudra pas se retrouver dans une situation qui a été à l'origine justement du retrait effectué par Donald Trump. Donc là, et du côté de Téhéran, chacun joue sa partition, et donc la négociation, si elle a lieu, va être extrêmement difficile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas revenir à la situation préexistante. Et d'ailleurs, ça avait été évoqué avant la sortie du président Donald Trump en mai 2018 par le président Macron, qui avait parlé de 4 piliers justement pour éviter l'annulation de l'accord pur et simple. C'est-à-dire il fallait maintenir de son point de vue l'accord, le renforcer en posant la question des sunset clauses, c'est-à-dire des clauses qui arrivent à expiration, et la question du balistique. Ce qui pose un problème aux Européens, là-dessus, il n'y a pas de doute, et également la question du rôle de l'Iran, supposément déstabilisateur au niveau régional. Donc, la question va être évidemment un dossier central de la future administration, mais ça va être extrêmement difficile pour trouver une perspective de sortie.
notamment à l'été 2019, puisque il y avait eu la question des bateaux dans le Golfe qui avaient été attaqués. Il y avait eu le drone américain qui avait été abattu. Donc, à chaque fois, la tension est palpable, même si les acteurs sont rationnels dans leur stratégie respective. Personne ne souhaite la guerre, mais un dérapage est toujours possible. Alors maintenant, vu la situation, on va dire que vu de Téhéran, le changement d'administration, il y a une forme d'expectative plus ou moins favorable. En attendant plus, on peut rappeler que le 23 septembre 2019, le président Rouhani, qui ne se représentera pas en 2021 parce qu'il ne peut pas, a parlé d'une coalition, d'une initiative de paix dans son discours à l'ONU pour tous les pays de la région. Donc l'idée, ce serait que tous les pays de la région puissent avoir un forum de discussion. Alors, pour reprendre la formule de Raymond Aron qui parle de guerre improbable mais de paix impossible, en référence à la guerre froide, je dirais que dans le cas de la situation présente, par similitude, on pourrait dire que la guerre est très, très improbable, mais elle n'est jamais impossible. Parce que justement du fait d'un dérapage, ce qui est sûr, c'est que s'il devait y avoir une guerre, notamment directe entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce serait une catastrophe régionale, voire au-delà, et probable que l'Arabie Saoudite soit en mesure d'affronter militairement l'Iran. Nonobstant l'achat de centaines de milliards de dollars sur les dernières décennies, un suréquipement militaire, mais qui ne compense pas un déficit militaire par rapport à un pays de 82 millions d'habitants en face. Et donc, on voit bien que l'option militaire serait tout à fait désastreuse, de part et d'autre d'ailleurs. Donc, aucun des deux ne se dit prêt à cette option. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des stratégies de proxy wars, de guerre par procuration, qui limitent les risques effectivement d'embrasement général. Mais pour ce qui est d'une pacification de la région, on en est loin. On en est loin parce que les tensions et les facteurs d'hostilité respectifs ne sont pas levés, peu s'en faut même. Et donc, on est sur, d'une certaine manière, une insécurité structurelle qui régit les puissances régionales en cause. Du rôle de la France. Alors, concernant la question du nucléaire, du traité de 2015, la France, comme les deux autres pays européens qui sont signataires, en l'occurrence Royaume-Uni et l'Allemagne, ont toujours été sur une ligne très claire, c'est-à-dire le souhait de maintenir la viabilité de cet accord qui est considéré comme une base souhaitable, à défaut d'être parfaite, et sur lequel on ne souhaitait pas justement que les Européens ne souhaitaient pas voir remis en cause. Donc, de ce point de vue-là, la France a toujours cherché justement à ménager la survie de l'accord. Les Européens ont essayé de mettre en place un système d'ailleurs de champ de compensation commerciale pour contourner les sanctions américaines, c'est le fameux système STEX, mais qui ne fonctionne pas puisqu'il y a la pression de l'extraterritorialité de la législation américaine qui est effectivement redoutable et donc qui n'a pas permis aux Européens finalement de répondre aux attentes des Iraniens en matière justement de rétablissement de relations commerciales, ce qui a justifié du point de vue des Iraniens justement le fait de se soustraire par étapes aux obligations pour arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment plus de respect d'obligations par rapport aux obligations initiales. Donc, alors le président Macron a tenté, ce que je l'évoquais tout à l'heure, de convaincre le président Donald Trump de ne pas sortir, de ne pas effectivement se retirer de l'accord unilatéralement. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il avait formulé sa fameuse stratégie des 4 piliers que j'évoquais. Donc le maintien de l'accord, le raffermissement en posant la question des sunset clauses, justement pour les échéanciers, et donc qui était un peu l'angle mort finalement de l'accord en question. La question du balistique, qui est devenue effectivement centrale pour la stabilité régionale, et puis le rôle de l'Iran. Donc de ce point de vue-là,
la France avait tenté. Et une autre tentative avait eu lieu à Biarritz lorsque il avait été question d'une rencontre entre le ministre Zarif et puis Donald Trump, ce qui ne s'était pas fait. Donc, il y a eu de ce point de vue-là une certaine amertume parce que des efforts avaient été faits pour empêcher qu'on arrive à une situation justement qui est celle d'aujourd'hui. Mais les choses sont ainsi. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, les Européens et la France en particulier ont été obligés de tenir compte de la réalité des choses, à savoir la réalité de cette pression maximale américaine et des décisions iraniennes de se soustraire à leurs obligations au fur et à mesure. Alors, c'est vrai, vous évoquez également les relations avec l'Arabie saoudite, puisque la France a un partenariat important avec l'Arabie saoudite, qui n'est pas évidemment à la même échelle que celui des États-Unis, puisque j'évoquais l'alliance qui remonte à 1945 avec le pacte du Quincy. Mais oui, l'Arabie saoudite, mais je dirais les pétromonarchies plus généralement, pas uniquement l'Arabie saoudite, parce que d'ailleurs la base française se situe aux Émirats arabes unis et non pas en Arabie saoudite. Mais il y a effectivement une proximité aujourd'hui, un tropisme pétromonarchique, on va dire, français. Donc, parce que nous avons des engagements en termes d'alliance, de sécurité régionale, qui fait qu'effectivement, on essaie d'arbitrer, la France essaie d'arbitrer entre différents impératifs dans une situation qui est souvent extrêmement complexe.